Madame, Monsieur, bonsoir. Comment jugez-vous les niveaux de l'enseignement en République démocratique du Congo? C'est vrai, la question préoccupe les esprits après que l'on puisse rendre effective la gratuité de l'enseignement de base en RDC. Comment jugez-vous la qualité de l'enseignement et qu'est-ce qu'il faut faire pour la relever? Nous allons en parler dans cette émission et pour en parler, nous recevons pour vous Monsieur Rodrigue Nzaou. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Ambroise. Monsieur Rodrigue Nzaou, vous êtes expert en éducation. Oui, effectivement. Vous étiez candidat aux élections législatives nationales. Vous êtes candidat malheureux aujourd'hui, comme on les appelle malheureux, parce que vous n'avez pas été proclamé élu. En fait, nous l'acceptons comme ça. Justement, vous étiez sur la liste ALDEC. ALDEC, oui, parti cher à l'honorable princesse Adèle Kaïnda, l'actuel ministre des Portefeuilles. Ah, ok. Vous avez déjà fini à faire les deuils? Bon, je ne dis pas que je suis en train de faire les deuils, c'est juste un concours, on a participé, on n'a pas été élu. On dit tant mieux, on se prépare. Au départ, on a dit que vous n'aviez pas atteint le seuil, et puis... En fait, je m'abstiens, hein, parce que je ne sais pas comment ça s'est fait, mais au moins, la chance pour nous, c'est on a quand même repêché notre très chère maman. On s'est dit, OK, les soucis qu'on a pour faire avancer les pays, elle va porter notre voix au niveau de l'Assemblée. Vous êtes expert en éducation? Certainement, je suis enseignant de formation et de carrière, et j'ai fait aussi mes formations continues en pédagogie et puis en éducation, la science de l'éducation notamment. Vous êtes enseignant des formations et des carrières? Ça signifie qu'il y a une différence entre un enseignant de formation et un enseignant de carrière? En fait, oui, il y a une grande différence. Parce que quand on dit enseignant de carrière, je commence d'abord par là. Un enseignant de carrière, c'est qui? C'est celui qui n'a pas fait soit les humanités pédagogiques ou encore les universités pédagogiques. Là, peut-être pour les humanités. Mais il se retrouve par contrainte sociale dans une école pour enseigner. Donc, celui-là, malgré qu'il n'a pas un diplôme d'État qui le qualifie à être enseignant, il est quand même reconnu comme enseignant. Donc là, on dira qu'il est enseignant de carrière. Et dans un langage technique, c'est un sous-qualifié méthodologiquement. Un sous-qualifié? Oui. Ça c'est un langage technique? Un langage technique. Un peu humiliant? Bon, pas forcément. C'est juste un langage, un jargon technique. Okay. C'est-à-dire qu'il est sous-qualifié méthodologiquement, mais il se retrouve dans une école primaire pour enseigner. Là, maintenant, on donne la responsabilité au chef d'établissement, qui est le chef de la cellule de base, pour former maintenant ces sous-qualifiés-là. Les inspecteurs qui passeront, ils vont commencer maintenant à faire le suivi si ces sous-qualifiés sont formés. Mais un enseignant de formation, c'est celui qui a d'abord un diplôme d'État D6N, c'est-à-dire dans l'option pédagogique. Actuellement, on a essayé un peu d'éclater. Hein. Il y a la section pédagogique générale et à l'intérieur, il y a plusieurs options. Il y a la pédagogie générale aussi, il y a l'éducation physique, il y a la pédagogie maternelle. Parce que jadis, ceux qui enseignaient à l'école maternelle avaient juste un diplôme, un certificat qu'on appelait brevet 2-4. Et maintenant, ils ont le diplôme d'État. Il y a toute une gamme de réformes qu'on est en train d'essayer un peu de faire par rapport à cela. Alors, je vous ai invité sur ces plateaux pour parler un peu, évaluer les niveaux ou bien la qualité de l'enseignement en RDC. Nous allons y revenir. Là, nous sommes en train d'établir la différence entre un enseignant des carrières et un enseignant des formations. Vous avez parlé de ces enseignants des carrières, qu'on appelle dans un jargon technique, les sous-qualifiés qu'il faut former. Former, oui. Par le chef d'établissement. Oui. Mais comment se passe cette formation des sous-qualifiés? En fait, dans chaque école, il y a une structure interne qu'on appelle la cellule de base. La cellule de base est composée des unités pédagogiques. C'est-à-dire un enseignant ou encore un professeur d'un domaine constitue une unité pédagogique. Alors, au cas où nous avons à l'école primaire les enseignants de classes parallèles, par exemple, on dit première A, première B, ces deux enseignants forment une unité pédagogique. Ils doivent se réunir la semaine après avoir enseigné, discuter sur les difficultés rencontrées pendant l'exercice de l'activité pédagogique. Et c'est à partir de là que ces sous-qualifiés profitent de l'expérience des uns tout comme des autres pour avoir le niveau. Et à la fin de la semaine, le chef d'établissement, qui est le chef de la cellule de base, va convoquer maintenant ce qu'on appelle la cellule de base. Là, il va tabler sur des formations générales. Par exemple, la marche d'une leçon, par exemple, la stratégie de l'enseignement, il y a le méthode de procédé de l'enseignement, il y en a plusieurs. Les approches par compétences, les approches par situation, je dirais tous ces sujets-là seront débattus au niveau de la
cellule de base. Et en dehors de cette formation qui, du reste, sera théorique, il y a aussi ce qu'on appelle la leçon de démonstration. Nous allons prendre ces sous-qualifiés. Après avoir reçu la théorie, il va passer devant, enseigner le professeur ou encore les enseignants. Et ses propres formateurs. Oui, oui. Et après, nous allons mener évaluer s'il a le niveau ou pas. Parce qu'il y aura une cotation. Vous estimez que c'est efficace? Efficace dans la mesure où les enseignants de formation font 5 ans dans une université pédagogique ou dans un institut supérieur pédagogique, mais eux, les sous-qualifiés, c'est juste des formations de quelques heures. Bon, en fait, ce n'est pas vraiment de formation de quelques heures parce que ça se passe chaque semaine. Ok. Chaque semaine. C'est là où, lorsqu'on va parler de la qualité de l'enseignement, je vais essayer un peu de donner quelques orientations, soit mes propres idées. Parce que nous nous disons aussi, bien qu'il y a une formation au niveau des écoles, mais cela ne suffit pas. Cela ne suffit pas. Parce que c'est sous-qualifié, il demeure aussi avec beaucoup d'insuffisances. Parce que cette formation... Malgré la formation. Malgré la formation à l'école, malgré d'autres ateliers pédagogiques que l'inspection organise. Mais il y a toujours des insuffisances. Il y a toujours des insuffisances. Alors, moi, personnellement, je me suis dit, on peut faire comme les autres. On peut faire comme les autres, au lieu de se limiter au niveau de la formation à l'école ou encore des ateliers que l'inspection organise. L'État congolais pouvait créer même des structures pouvant faire la mise à niveau de tous ces enseignants-là. Je donne un exemple. Quand quelqu'un termine en droit, il doit aller au barreau. Et là, on me dit, il y a toujours un stage à faire. Je n'ai pas fait cette formation-là. Et après, il va prêter serment comme avocat. Dans ces stages-là, on a essayé un peu de marier la théorie et la pratique. Quand celui qui termine la médecine, il doit aller au niveau de l'ordre de médecin. Mais celui qui a des diplômes d'État en pédagogie, il doit aller où? Donc, aussitôt enseigné, il est déversé à l'école. Mais la question qu'on doit se poser, cette formation-là, bien qu'il est qualifié, parce qu'il a son diplôme d'État, est-ce qu'il a reçu une très bonne formation? Est-ce qu'il a reçu tout ce qu'il faut? Vous voyez? Donc, c'est un autre niveau. Oui, c'est un peu ça. Donc, c'est vrai... que ce soit les qualifiés et les sous-qualifiés, ils sont soumis à des formations dans des écoles. Continue. Oui, donc c'est ça, on l'appelle formation. Parce qu'on apprend tous les jours. Oui, mais cela ne suffit pas pour remonter le niveau de l'enseignement. Cela ne suffit pas. Donc on va y arriver, on va y arriver. Alors, je reviens encore au niveau de la formation des sous-qualifiés. De votre expérience, est-ce que vous estimez qu'ils sont à l'aise lorsqu'ils apprennent? Sont-ils humbles pour apprendre? Ils sont orgueilleux? Ils se sentent humiliés? Bon, les états d'âme, je dirais, c'est divers. Hein. Il y a ceux-là qui acceptent. Moi, par exemple, partout où je suis passé, nous avons eu la chance d'être bien formés. Partout où je suis passé, j'ai des renoms à cause de ça. On a eu à former beaucoup de gens. Ils sont déversés dans plusieurs écoles aujourd'hui. Et je dirais d'une manière un peu... amical, il m'appelle coach. Il m'appelle coach parce que je les forme. Peu importe ce qu'ils ont comme diplôme d'État ou encore diplôme de l'université en informatique, en commercial, machin. Mais quand ils arrivent dans notre secteur, je les dis, écoutez, ici, c'est un secteur différent de votre formation. Il y a la didactique qu'il faut apprendre, il y a la psychologie qu'il faut apprendre, il y a plusieurs domaines. Alors, dès lors qu'ils arrivent, on les met sur le banc, on les forme et puis ils évoluent. On vous a présenté comme un expert en éducation. Effectivement. Vous évoluez certainement quelque part. Vous gardez secrète l'école où vous évoluez? Non, je préfère ne pas en parler. Je préfère rester... ceux qui me connaissent, ils savent d'où je sors, mais sinon, je préfère rester dans l'anonymat. D'accord. Alors, avec vous, on parle de ce sujet qui est tellement important, le niveau de l'enseignement au Congo. Comment les jugez-vous en tant qu'expert? Vous êtes fier ou non de ce niveau-là d'enseignement aujourd'hui au Congo? En fait, je dirais qu'il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. Le niveau de l'enseignement au Congo, c'est trop bas. Trop bas? Trop bas par rapport aux autres pays. Nous sommes un pays francophone. C'est question de sillonner le monde. Vous allez vous rendre compte que le niveau n'est pas élevé. Lorsqu'on parle du niveau de l'enseignement, on ne voit pas les écoles privées. C'est là où il y a des problèmes. On voit l'école officielle, les écoles officielles, ce qu'on appelle communément les EP, les laïcs, les écoles conventionnées. Alors quand je dis le niveau est très bas ou encore trop bas, ça se justifie. Je rentre un peu dans la jeunesse de la gratuité. C'était en 2019, à l'époque, je ne vais pas citer le nom de ce ministre, il est déjà passé, je crois que le monde le connaît très bien, il est aussi promoteur des écoles. Nous avons tous suivi sur... L'ancien ministre Willy Bakonga. Willy Bakonga, voilà. Nous avons tous suivi dans les ondes de, je crois, la radio Top Congo, où le ministre avait annoncé
l'effectivité de la gratuité. Parce que d'abord, chez nous au Congo, la gratuité n'est pas une formule magique du président Félix Tshisekedi. Non, c'est d'abord constitutionnel. Et en dehors de la Constitution, il y a les documents qu'on appelle la loi cadre. Oui. Nous avons une nouvelle loi cadre qui a été promulguée par l'ancien chef d'État, le président Joseph Kabila. Je crois que c'était le 14 février 2014. Ce sont ces lois-là, ces instruments juridiques qui donnent lieu à la gratuité. Mais les combles, c'était quoi? La décision a été prise à l'issue d'une réunion de 3 jours. Laquelle? Vous parlez de quelle décision? Sur la gratuité. Sur la gratuité sous le règne de Kabila ou sous le règne sous le règne du président Félix Tshisekedi. C'est le ministre Willy Bakonga qui l'a annoncé. D'ailleurs, en annonçant, il a même parlé de l'enseignement maternel, secondaire et primaire. Déjà d'emblée, il y avait... Après une réunion de 3 jours? Oui, une réunion au centre interdiocésain. Alors, réfléchissons un peu. Un secteur aussi important comme c'est celui de l'EPST, là où on forme les citoyens, là où on forme tous ces gens que nous voyons circuler à la télé, nous allons réfléchir pendant 3 jours et directement appliquer la gratuité alors que l'ancien président, le président Joseph Kabila, n'a jamais appliqué cela. Les raisons, on ne connaît pas. Il avait appliqué, il avait commencé avec une application un peu partielle dans 3 villes, Lubumbashi, Kinshasa. Mais ce n'était pas aussi, même dans ces villes-là, ce n'était pas aussi effectif parce qu'il y avait des frais que le parent continuait à payer. Alors, déjà, nous, en tant qu'experts, on s'est dit, il y a un problème. Parce qu'on ne peut pas nous mettre à réfléchir pendant 3 jours. Et je me rappelle, lorsqu'il y a eu cette réunion-là, le gros de réflexion, c'était plus le social des enseignants. Mais il y avait encore des questions épineuses qu'on n'avait pas résolues. La question sur le programme national. Est-ce que ces programmes-là valaient de la peine? L'actuel programme. Est-ce que ce programme a des supports pédagogiques, c'est-à-dire des livres? Le programme de l'enseignement. Les programmes de l'enseignement, que ce soit primaire, secondaire ou maternelle. Est-ce qu'il y avait des infrastructures capables à accueillir le millier des enfants congolais? Voyez, toutes ces questions-là n'ont pas été débattues parce qu'on ne nous a jamais donné de résolution. Mais directement, on nous a dit il y a gratuité. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que les 2 premières années de l'application effective de cette gratuité, il y a eu trop de problèmes. Et à l'heure actuelle, cette gratuité commence... C'était une décision prise à la va-vite. À la va-vite. Moi, à mon niveau, je pouvais, peut-être si j'étais là, je pouvais dire au président, au lieu d'organiser une réunion de 3 jours, on devait plutôt organiser des états généraux de l'éducation. Parce que là, on allait faire appel à tous les experts, que ce soit les bacs syndicales, les juristes, les techniciens. On devait réfléchir sur le tout. Et à l'issue maintenant de ces états généraux, là maintenant on pouvait dire, ok, on applique, soit d'une manière partielle ou encore en toute totalité. Vous allez continuer, mais le problème avec les états généraux au pays, c'est qu'on en tient toujours des états généraux, des études en études, mais il n'y a rien au finish. En fait, le problème, c'est la politique. Vous savez, je vais être sincère envers moi-même. Allez-y. Il y a des sous-secteurs dans notre pays où on ne peut pas mettre de politiciens. Je parle de l'EPST. On doit placer un technicien. On ne peut pas placer à la tête du ministère. Vous parlez du ministère? Du ministère. On doit placer un technicien. Pourquoi? Le technicien ne va pas se pencher seulement à ce que dira le conseiller ou encore les inspecteurs. Mais lui-même, en tant que technicien, il connaît la matière. Je donne l'exemple. Vous êtes dans votre secteur des médias. Il y a M. Patrick Muyaya. Il fut journaliste, je le vis à la télé. Et aujourd'hui, il est ministre. Même s'il ne fera pas 100% de ce qu'il pouvait faire, mais au moins, il connaît. Il sait comment duper certains et aussi comment passer au-dessus de ces dupes-là. Vous voyez? Donc, c'est déjà un problème. Le ministre actuel, je dirais, il est bon, il est fort, il est intellectuel. Mais il n'est pas technicien. Là, il faut qu'on le dise. Est-ce qu'il a enseigné à l'école primaire? Tony Mwaba. Est-ce qu'il a enseigné à l'école primaire? Est-ce qu'il a enseigné? Non. Il y a... Par exemple, l'ancien ministre à l'époque de Joseph Kabila... Il a beau être avocat, il a beau faire le droit, il a fait le droit, mais il ne connaît rien de l'enseignement. Non, il se limite à écouter ses conseillers. Ce n'est pas aussi mauvais. Mais si au moins il avait la connaissance de ces secteurs, si au moins il avait eu à enseigner, à avaler la craie blanche, comme nous l'avalons jusqu'à aujourd'hui, il allait avoir une autre aperçu de la chose. Vous voyez? C'est ça le problème avec ces états généraux. C'est-à-dire quand on organise des états généraux, au lieu d'appeler les experts, les gens qui maîtrisent le secteur, on va appeler des politiciens, on va appeler d'autres personnes qui n'ont rien à voir avec le secteur.
Et à la fin, les résolutions ne seront Alors, pas appliquées. pour être plus concret, vous avez dit que cette réunion de 3 jours a produit l'effectivité de la gratuité de l'enseignement. Pour être plus concret, quel est le point qui en a causé la faiblesse? La faiblesse, déjà, c'est... je vais au moins les éclater en quatre domaines. D'abord, le premier, c'est la gestion. La gestion. Quand j'ai dit que le ministre ne maîtrise pas le secteur, je dis vrai, parce qu'il ne connaît pas ce qui se passe dans certaines écoles. Je prends la gestion. Nous avons des écoles officielles où il y a déjà des chefs d'établissement qui ont presque dépassé l'âge de la retraite. Est-ce qu'ils peuvent former? Ah, ok. Ils ne peuvent pas former. Déjà, ça pose un problème. Allons maintenant dans des écoles privées. Nous avons des écoles où certains enseignants travaillent sans manuel. Il y a des écoles privées, donc de parcelles habitées. Mais il y a des écoles non viables. Non viables. Vous voyez, ça c'est dans la gestion. Mais si vous allez au niveau du secrétariat général, vous allez voir, il y a beaucoup de services centraux de l'EPST, dont certains ne fonctionnent même pas. Okay. Donc déjà, il y a un problème de la gestion déjà. Il y a un problème de la gestion. Ça, c'était la première des choses. Nous avons le problème de la formation. Dans la formation, je peux les éclater en 2 étapes. Nous avons d'abord la formation de l'enseignant lui-même et la formation des élèves. Oui. Au début de l'émission, je vous ai parlé des enseignants non qualifiés, sous-qualifiés, tout ça là. Parce qu'on ne dit pas non qualifié, on dit sous-qualifié. La question qu'on doit se poser, est-ce que l'État congolais a une structure forte pour former ces enseignants-là? Nous avons un service au niveau de l'EPST qui s'appelle Cernafor. Mais est-ce qu'ils diffusent? Ces services-là diffusent des manuels ou encore des recueils de formation pour ces enseignants? Non. On dit qu'ils sont sous-qualifiés et on dit au chef d'établissement, formez-les. Mais le chef d'établissement, où est-ce qu'il puisera la matière pour former? Donc il fera appel, un support. Voilà. Il fera appel à ses anciennes connaissances quand il était encore à l'école. Or, le monde est en train d'évoluer. Déjà, au niveau de la formation des enseignants, ça pose problème. L'État devait soit muer le Cernafor à une institution de la mise en niveau des enseignants. C'est-à-dire quoi? Celui qui a son diplôme d'État en pédagogie, on dit ok, tu as le diplôme d'État, mais avant d'enseigner à l'école primaire, passe au moins 2 ans dans ces structures-là. Oui. On te forme. Moi, dans ma carrière, j'ai reçu des inspecteurs, des forts, des faibles, des intelligents et des moins intelligents. Déjà, quelqu'un qui vient vous faire une inspection, mais il a du mal déjà à connaître certains jargons de l'inspection. Un inspecteur qui vient vers l'enseignant et l'enseignant décèle déjà ses faiblesses. Je vous dis, ils sont là. Je vous dis, ils sont là. Alors que, quand vous regardez à l'IG, on a mis l'oreille et l'œil. Le symbole de l'IG, c'est-à-dire l'oreille de l'État et l'œil aussi de l'État. Donc, il voit, il fait rapport, il écoute, il fait rapport. Déjà, celui qui est censé les former ou encore d'évaluer a déjà des insuffisances. Comment fera-t-il ce travail? Ça, c'est un problème. Il y a aussi des chefs d'établissement qu'on a pris parce qu'il avait des acquaintances avec le promoteur ou encore avec les directeurs provinciaux de l'EPST, on l'a placé là-bas. Mais s'il n'a pas la matière, il va former comment? L'État congolais devait faire comme les autres. Je crois en France, il y a l'école supérieure de l'enseignement. On pouvait créer cette école pour nous. Comme ça que ce soit les enseignants, le professeur des humanités, les éducatrices de la maternelle, les inspecteurs devaient passer par cette école. Pour être formés. Pour être formés. Pour que tous excellent dans leur domaine. Parce que la formation, elle n'est pas seulement pédagogique. Nous avons des instruments juridiques de l'enseignement que beaucoup de gens ignorent. Beaucoup de gens ignorent. On n'a pas que la loi cadre, on a les instructions officielles. Est-ce que les enseignants exploitent ces documents-là? Au niveau de l'EPST, il y a des jargons. Est-ce que ces enseignants connaissent ces jargons-là? Nous testons aussi des enseignants dans nos services quand on nous appelle pour aider certaines écoles. On voit des insuffisances. Déjà, quelqu'un qui a du mal à différencier certains sujets et on lui confie une salle de classe. Et dans cette salle-là, c'est l'enfant congolais ou encore les enfants congolais, parce que l'enseignement normalement est individuel. C'est pourquoi je dis l'enfant congolais. Justement. Donc c'est l'enfant congolais que lui, il est appelé à former. Mais lui-même, le formateur a des insuffisances. Donc l'enfant ne reçoit rien pratiquement. Voilà. Comme ça par exemple. Vous voyez? Donc déjà à ce niveau-là, on s'est dit que
il y a un problème. Donc, il y a un problème au niveau de la formation du personnel enseignant. Même ceux qui travaillent dans des divisions, dans des bureaux gestionnaires, ils devaient être au moins formés. Formés. Dans toujours la formation, il y a maintenant la formation de l'enfant congolais. Nous avons l'actuel programme national, je crois, le programme est de 2011. En réalité, le programme est déjà déclassé. Oh là là. Parce que un programme scolaire peut faire 10 ans, pas plus de 10 ans. Il faut l'actualiser. Il faut l'actualiser. Parce que le monde évolue. Oui. Vous savez, vous voyez vous-même avec l'informatique, tout ça. Le monde évolue. Il faut actualiser ces programmes déjà après 10 ans. Mais vous nous informez que l'actuel programme national de l'enseignement est de 2011. 2011. Nous sommes en 2024. 2024. 2011. Et c'est le même qui c'est le même qui est d'application. C'est le même programme. C'est le même programme qui est d'application. 2011, il y avait 2002, il y a maintenant 2011. Allez vérifier. D'ailleurs, aller dans des divisions, ça se vend. Ça se vend. Ça se vend. Oui, il y en a, vous pouvez en procurer pour vous. Et ce programme est de 2011. Déjà, c'est un problème. Au niveau de la formation, déjà, l'enfant congolais qui est censé être formé sera formé avec la routine parce qu'il devait normalement, oui, il devait normalement être en face d'un programme adapté aux réalités actuelles. Ce même programme, à l'interne, il y a des innovations, il y a je dirais des branches qu'on a essayé un peu de placer là-bas, notamment la technologie qui était à l'école secondaire. Maintenant, on a essayé un peu de placer à l'école primaire. Mais si on est, ces programmes ont des matières qui n'ont pas de livres. Parce que le programme national, c'est brut. C'est la matière brute. Brut, oui. C'est la matière brute. Alors, cette matière devait avoir des ingrédients. Les ingrédients, ce sont des manuels. Je crois, vous va avoir bonne mémoire, vous connaissez les livres C'est Monde de Merveille. Oui. C'est les manuels qu'on a eu à utiliser. Actuellement, on ne l'utilise plus. Parce que le programme est déjà modifié. Modifié, oui. Mais maintenant, il y a quel manuel? Ah, donc, s'il n'y a plus ce manuel-là, on devrait le remplacer par un autre. Il y en a. Mais il n'y a aucun manuel qui l'a remplacé. Il n'y a aucun manuel. Pourquoi? L'État congolais a eu à éditer certains manuels avec des partenaires. Malheureusement, le partage ne se fait qu'une seule fois. Une seule fois. Il y avait le manuel Le Champion, il y avait plusieurs manuels. Le partage ne se fait qu'une seule fois. Donc, c'était les élèves, je crois, de l'année 2000, je ne sais pas, 20, je n'ai pas encore mémoire. Je ne crois même pas 20, je crois 16, tout ça. Parce que c'était à l'époque du président Joseph Kabila. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus ces partages-là. Maintenant, ceux qui sont venus après, ils étudient avec quel manuel? Voilà. Voilà. Donc déjà, au niveau de la formation, il y a un problème. C'est vrai, si aujourd'hui on invitait les ministres, il dira non, il y a des manuels, on est en train. Il va utiliser un langage politique. Un langage politique. Mais sur terrain, pendant tout ce temps-là, l'enfant congolais est en train d'être enseigné dans le vide, en déficit. La gratuité, oui, le taux de la scolarité au Congo a augmenté. Mais la qualité a baissé. La qualité a baissé. Donc l'État congolais, déjà au niveau de la formation, ça pose problème. Ça pose problème. Au niveau de l'évaluation, quand je parle d'évaluation, je parle de l'évaluation. Là, vous êtes au troisième niveau maintenant? Troisième niveau. L'évaluation. L'évaluation certificative, c'est-à-dire examen d'État, TENA-SOSPE, là aussi il y a un problème. ENAFEP, là aussi il y a un problème. Surtout au niveau de l'école primaire, on a demandé à ce que ces examens-là soient gratuits. Oui, les écoles appliquent, parce que l'État ne demande rien. Mais le comble maintenant, c'est les surveillants de ces épreuves-là, ils ne sont pas rémunérés parfois. Ah, la rémunération. Tantôt on attend, ça ne vient pas. Alors, déjà, un examen certificatif engage beaucoup de dépenses. Parce qu'il y a les items qu'il faut imprimer, il y a les animateurs qu'il faut payer, il y a le support, c'est-à-dire le support sanctionnant cet examen, le certificat, brevet, diplôme, qu'il faut imprimer. Tout ça, là, ce sont des moyens. Pourquoi l'État devait-il mettre ces examens-là gratuits? Parce que l'examen d'État, on paye, les TENA-SOSPE, on paye. Mais l'ENAFEP, c'est ce qu'on appelait jadis TENAFEP pour la 6e année. C'est désormais gratuit. C'est gratuit. Vous voyez? Et ça pose problème. Ça fait, je dirais... Ça alourdit la machine. Oui. Parce que les animateurs, tantôt ils ne sont pas payés, tantôt le paiement ne vient pas le jour où ils prestent. Déjà, ça crée la frustration. Vous voyez? Donc, moi, je crois à ce niveau-là. C'est pourquoi j'avais dit au début, les états généraux étaient très importants. Très importants, oui.
très important. Parce qu'on déplace de la réunion de 3 jours là. Et je dirais la quatrième chose. C'était juste pour une consommation politique, vous allez donner le quatrième point après. Ouais. C'était juste pour une consommation politique, qu'on dise qu'un nouveau président est arrivé, il applique de manière effective la gratuité de l'enseignement. On a applaudi, mais en réalité, on n'a rien. Non, en fait, je ne dirais pas de la consommation politique. C'était plutôt de la précipitation seulement. Le président Félix Tshisekedi a une vision pour ces pays. Et c'est pourquoi nous l'appuyons, nous les soutenons. Mais moi, je me disais, si le président tenait à ce qu'il puisse faire des choses très bien, il devait normalement, au sein de son cabinet, avoir une forme de task force sur l'éducation. C'est important. Je donne un exemple. Nous étions champions lors de la période de Covid. Nous étions parmi les rares pays où il y a eu la lutte effective et il n'y a pas eu de propagation. Pourquoi? Parce que le président a créé une forme de task force. Il y en avait au niveau de la présidence. Et c'est cette taxe-là qui donnait des orientations au président et le président l'a mené au niveau du conseil des ministres. Il devait aussi le faire pour l'enseignement. Pour l'éducation. C'est un secteur très important. C'est très important. Il devait aussi avoir ces structures-là. Et dans ces structures, on devait avoir des experts qui pouvaient au moins donner à chaque fois des recommandations, des idées au président. Et à la fin, le président allait amener ses idées au niveau du conseil. Parce que écouter seulement le ministre ne suffit pas. Ne suffit pas. Le ministre peut amener ses idées, mais moi, en tant que chef de l'État, je peux aussi avoir mes orientations. J'ai eu le temps de suivre la plupart des interviews que le président y a passées, même avant ou après ses deuxièmes mandats. Je n'ai vu personne pour lui poser la question sur l'éducation. Donc, apparemment, c'est un secteur qui est cher. Qui est oublié. Négligé. C'est comme si on a dit, il y a la gratuité, on s'arrête on s'arrête là. Même quand vous allez au niveau du Parlement, c'est parmi les choses qui m'ont motivé à présenter ma candidature. Même quand vous allez au Parlement, vous allez voir, même lorsque le Premier ministre, Mme Toulouka, va présenter son programme, vous allez voir, il y aura peu de questions sur le secteur de l'enseignement. Peu de questions. Parce que c'est un secteur que beaucoup ignorent. Mais il suffit d'être là. Ignorent ou négligent. Je pourrais dire même négligé. Mais il suffit d'être là-dedans. Vous allez comprendre que le secteur a beaucoup de problèmes et ça demande de la technicité pour essayer un peu de résoudre ce problème. Quatrième point. Quatrième point, je pourrais prendre le problème social. Ça aussi, ça réduit le niveau. Dans cet angle-là social, je vois les efforts du gouvernement. Mais je dis cela ne suffit pas. Je vis une fois le ministre lancer la retraite des agents de l'État, des enseignants. Et je vis, curieusement, on a remis des enveloppes de 2000 $. Quelqu'un qui a travaillé, il a presté, mais on lui donne ça. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire? La plus belle femme, elle donne ce qu'elle a. Mais on pouvait aussi faire des choses autrement. Par exemple, pour assurer cette retraite-là. Parce que maintenant, là, j'ai appris que les enseignants du secteur public sont maintenant affiliés, je crois, au CENSAP, Caisse nationale des agents de carrière de l'État. Tant mieux, ils ont les mutuelles de santé, ils ont quand même certains avantages. Mais nous avons beaucoup d'espace dans ces pays. Les espaces inoccupés. Et on dit toujours notre sol est fertile. Peut-être qu'est-ce que le ministre devait faire? Regrouper ces pensionnés-là dans des structures, des ONG. Bon, vous, les enseignants du secteur de Kinshasa, Funa par exemple, on vous dit, nous vous regroupons dans tel domaine, dans telle ONG, on vous donne des tracteurs, en dehors de ces 2000 $, on vous donne le terre à Impuru, ou soit plateau de Bateke, cultivez-nous la tomate, comme ça la structure va vous encadrer. Ils sont retraités, mais ils continuent toujours à participer au développement du pays. Au lieu de donner à quelqu'un un peu d'argent, il part et il est dans les oubliettes. Je vous dis, il suffit qu'un enseignant meure. Même pour l'intérêt, c'est tout un problème. Là, c'est ceux qui sont dans les secteurs de l'État. Mais dans les secteurs privés, j'allais dire, mais c'est encore pire. Il y a certaines écoles qui font des choses normalement. Coup de chapeau à eux, on ne peut pas faire leur publicité. Même quand vous approchez leurs enseignants, vous sentez que là-bas, il y a la vie. Mais d'autres écoles privées, ce sont des cimetières. Il suffit qu'un enseignant tombe malade pendant 2 mois. Carrément, il est débarqué. On le débarque parce qu'il tombe malade pendant 2 mois. Mais il est malade. Il est Donc, malade. il n'est pas censé tomber malade. Voilà, il n'est pas sécurisé. Il est là, puis on remplace par un autre. Et il perd la place.
Et tout ça, mis ensemble, participe à la dévaluation de l'enseignement, de la qualité de l'enseignement. Voilà, c'est pourquoi. Donc, le problème de gestion, la formation et des enseignants et des élèves eux-mêmes, l'évaluation à travers tous les tests, ainsi que les problèmes sociaux. Parce que les infrastructures, là, on ne peut pas en parler parce que déjà, je vois les efforts du gouvernement avec les programmes de développement des 145 territoires. Je me rappelle, il y a une période où j'étais chez moi, là, au Congo central, je vis même dans mon village natal, une très belle école construite par l'État. Mais le problème, c'est ces écoles-là risquent d'être là et pas d'enseignants. OK. Parce que même au niveau de la participation des élèves maîtres aux examens d'État, vous allez vous rendre compte que l'option pédagogique a peu d'élèves actuellement. Si vous allez même à l'IPEN, le département de l'histoire ou encore d'autres départements, vous allez voir, il y a peu d'étudiants. Peu d'étudiants. C'est-à-dire, déjà, l'homme congolais commence à négliger le secteur de l'enseignement. Même le rejeter pratiquement, on estime qu'il n'y a pas d'avenir dans ce secteur. Même ceux qui sont dans des écoles, ils font des formations au niveau des universités, mais ce n'est pas des formations liées à l'enseignement. D'autres se déversent dans les droits, tout ça. Ils se disent, bon, je suis dans l'enseignement, c'est un tremplin, après un moment donné, je vais abandonner. Donc déjà, avec tout ça, nous disons que dans 10 ans, on aura des écoles. C'est pourquoi vous souhaiteriez que le ministère de l'EPST soit occupé par un technicien, un expert. Un expert, ou encore, il peut se faire... Il peut appartenir à un parti politique, mais qu'il soit d'abord lui-même expert. Expert, pour bien gérer. Pour ne pas dépendre de ses conseillers. Oui, parce que même quand je parlais de la gestion, il y a un élément. Aujourd'hui, dans des écoles, il y a ce qu'on appelle l'itinérance. L'itinérance, c'est instruit par l'actuel ministre. J'ai trouvé que c'était bien. Okay. Mais qui font ces itinérances? Ce sont des agents de la sous-division. Or, ces agents-là viennent d'où? Quand il y a eu des vagues de ministères et de ministres qui sont passés, il y avait des militants de partis politiques qu'on a eu à engager en deux ordres dans des sous-divisions. Parce que la loi dit que les instructions disent que les sous-divisions doivent avoir 32 personnels seulement. Mais allez, il y a des sous-divisions qui ont plus de 100. Ah bon? Je vous dis. Parce que, et puis, ils ne sont même pas mécanisés. Parce qu'il faut récompenser les membres des partis politiques. Il y a même, je dirais, des engagements monnayés. Hein. Il y en a. C'est notre pays, on est libre de parler. Vous comprenez? C'est-à-dire, c'était comme ça. Et ce sont ces jeunes gens-là. On les appelle des NU, donc nouvelle unité. Ce sont eux qui sont parfois censés les faire des itinérances dans des écoles. Déjà, ils ont des insuffisances. Ils ne sont pas formés. Oui. Et quand ils viennent inspecter ou encore faire l'itinérance, ils arrivent là, les formules pédagogiques, ils n'en ont pas. Le fiche, ils n'en ont pas. Ils vont juste prendre un bloc-notes, il écrit vous avez l'arrêté, présentez-moi l'arrêté. On te présente l'arrêté. Les journaux d'activité, on te présente, mais tu ne sais même pas exploiter ces journaux d'activité. Oui. Déjà, il y a conflit de gestion entre les divisions et l'inspection. Vous comprenez? Parce que dans les divisions, il y a des administratifs. Mais au niveau de l'inspection, il n'y a que de techniciens. Vous venez me faire l'itinérance un certain mercredi, alors que moi, en tant que chef d'établissement, j'ai été déjà inspecté par l'inspecteur. Il m'a fait le CD, c'est-à-dire contrôle administratif. Il m'a coté très bon. Et vous maintenant, vous venez me faire cette itinérance et vous dites, monsieur, tel document, tel document, tel document. Pour nous, c'est une façon de nous agacer. Mais pour le ministre, il a ses bonnes raisons. Il a dit qu'il devait être proche des écoles. Vous comprenez déjà à ce niveau-là, il y a un problème de la connaissance du milieu. Si peut-être un expert était là, il pouvait dire non, cette itinérance, c'est les agents de la division, mais dirigé par un inspecteur. Parce qu'il n'y a que l'inspecteur qui peut bien faire ce travail-là, via sa formation. Donc, vous comprenez un peu, c'est au niveau de la gestion. Monsieur Rodrigue, vous avez donné les 4 points qui sont à la base de la descente aux enfers, de la qualité de l'enseignement au Congo. Mais vous n'avez pas beaucoup parlé de la rémunération, du salaire de l'enseignant. Parce que lorsqu'on parle de la gratuité de l'enseignement, on a tendance beaucoup plus à parler du salaire. Je me rappelle de ce qui s'est passé entre les autres écoles et certaines écoles catholiques. Pour ne pas les citer, le collège Boboto et les autres. On disait que là-bas, les enseignants touchaient autant et avec la gratuité, on a un peu enlevé, ainsi de suite. Mais vous n'avez pas beaucoup parlé de ça. Mais vous êtes beaucoup plus technique que par rapport à ça. On pourrait dire que même si on donnait beaucoup d'argent à l'enseignant, mais dès que ces 4 ne sont pas bien assurés, le problème demeure. Bien sûr. En fait, oui, le social, le salaire, je pouvais bien en parler, mais
là, il faut aussi encourager les gouvernements. Il y a des efforts qui se font. Okay. C'est vrai, il y avait ces histoires de motivation qui faisaient en sorte que certains enseignants du secteur catholique avaient plus d'argent par rapport aux autres du secteur public, laïque et officiel, effectivement. Et l'État congolais s'est dit non, on peut donner quand même ce qu'on a. Ils ont leur réunion, ils ont eu leur réunion au niveau de Bibois, j'ai vu là-bas, il y a des bases syndicales, ils ont parlé des paliers, machin. Bon. Moi, je ne suis tout pas... que de paliers. Oui, moi, je ne suis pas dans les secteurs publics. Avant Bibois, c'était Mboudji. Maintenant, c'est Bibois, tout ça. Bon, je vois les efforts. Je sais qu'avec l'actuel gouvernement, les gouvernements tant attendus, je crois qu'il y aura quand même l'amélioration. Mais le problème, ça ne sera pas les salaires. Le problème, ce sont ces éléments-là. La gestion, la formation et l'évaluation. Parce qu'on peut bien payer 1 000 $ ou soit 1 million de francs congolais. Mais cet enseignant qu'on paye 1 million de francs congolais, on lui donne une salle de classe, il n'a pas de manuel, il va enseigner quoi? Donc il va utiliser son salaire pour acheter des manuels. Vraiment. Parce qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas un manuel agréé par l'État congolais. Vraiment. Il n'y en a pas. Les écoles utilisent des manuels importés comme Tom et Zoé, à portée de mots, le Bocher, il y a ces écoles-là, en fait, disons, ces manuels-là de l'Europe. Ce n'est pas agréé, ce n'est pas conforme au programme. Les écoles privées le font parce qu'ils veulent vendre quelque chose de qualité. C'est pourquoi ils font appel à ça. Est-ce que le président de la République savent ces choses? Le ministre lui-même, est-ce qu'il en sait quelque chose? Je ne sais pas. Je ne suis pas avec lui. J'ai eu la chance, vous m'avez accordé cette chance de passer à la télé, parler de ça. S'il aura à suivre cette émission, il comprendra les choses. Donc, par rapport au manuel, par exemple, nous n'avons pas de manuels agréés. Mais l'État congolais, nous avons suffisamment les moyens. Pourquoi pas faire le partenariat avec certaines éditions internationales comme Anchette, il y a Armatan. Non, Anchette, c'est spécialisé plus dans le domaine de l'éducation. Parce qu'Anchette a même des écoles qui forment. On peut aller faire ces partenariats. On dit, OK, nous appelons ces experts, ils viennent, ils forment, et ils nous font sortir un bon programme adapté aussi aux réalités sociales. Et après, ces éditions-là vont maintenant assurer la duplication et l'édition de ces manuels chaque année. Parce que même les manuels pédagogiques aussi doivent être révisés après 5 ans. Après 5 ans. Si vous allez dans le pays francophone, on vous dira. Ça dit quand on utilise un manuel, 5 ans, on doit aussi... On les déclasse. Pas déclasser, mais on prend le même manuel, on essaie un peu de le réviser parce qu'il y a quand même l'évolution. Donc c'est ça. Nous déjà de ces côtés-là, on dit c'est déjà 0. Parce qu'il y a eu la première fois qu'on a remis des manuels le champion. Et depuis ce temps-là, même ces manuels de champion, on ne le voit plus parce que l'État lui-même ne donne pas. Et quand vous allez, on dit mais ça y est dans des dépôts, ça y est dans des dépôts. Mais quel dépôt? Mais on ne voit plus justement. Oui, il suffit de sillonner, voir mes enfants à la maison, je me rappelle, mon enfant m'a dit, on m'a demandé d'acheter les champions, mais on le cherche. Or, ces manuels les champions-là, regardez la page des gardes, on a écrit ces manuels ne peuvent être vendus. Oh là là! Donc ça dit c'est une propriété de l'État congolais. Mais les écoles, maintenant, parce qu'ils n'en ont pas, ils disent aux parents, vont aller chercher. Et les parents vont chercher au marché parallèle, vous trouvez un vieux manuel, tout ça là. Voyez un peu. Donc, je ne sais pas si le président connaît toutes ces choses. Bon, tant mieux. C'est notre pays. Si nous avons eu ce courage de passer et parler, c'est parce que nous voulons voir le pays aller de l'avant. Quelles sont les recommandations que vous pouvez faire aujourd'hui? Bon, j'en ai 2 seulement. La première des choses, je rentre encore sur ce que j'avais dit. En fait, le ministre qui va prendre le règne doit organiser les États généraux. Ah, États généraux. Organiser ces États généraux. Faire appel aux anciens ministres. Moi, j'ai encore bon souvenir du ministre Maker Mwango. Il a mené des réformes. Et ces réformes évoluaient très bien. Mais aujourd'hui... Quand ça vient d'un expert que vous êtes... Non, mais je suis sincère. Vous reconnaissez quand même... Mais bien sûr. Vous êtes allé le chercher là-bas, loin. Il a quitté, il a été remplacé par... Il a été remplacé par Gaston Oussemena, Willy Bakonga... Non, il y avait encore le petit frère de Jolé Gankoy. Emery Okunji, Willy Bakonga, et maintenant... Je vais vous choquer. Il y a la publication de l'examen d'État. Ça s'est fait par la voie électronique. Vous le savez. À notre époque, c'était le journal. Vous savez qu'avec cette publication-là, il y a déjà des problèmes. Ah bon? Parce que quand on vous dit de faire 14 chiffres et puis aller à l'Internet, vous allez imprimer le palmarès. Mais un malin peut prendre ces mêmes palmarès, il le scanne, il insère le nom. Ah bon? Vous voyez?
Donc, ce sont des réformes, mais lorsque déjà le ministre Macaire avait quitté, ceux qui sont arrivés après lui, ils n'ont pas eu à pérenniser cela. Or, lui, il avait une vision. Moi, je le dis, je n'ai pas eu le temps de le côtoyer, je le suivais à la télé parce que c'est mon secteur. J'ai vu ce qu'il a proposé au niveau de l'enseignement primaire et secondaire. Mais aujourd'hui, tout ce que le ministre Macaire, je dirais le gros de ce que le ministre Macaire a fait, c'est presque rejeté. C'est pourquoi je dis, ça ne vaut pas la peine d'avoir un politicien à la tête du secteur. Peut-être un technicien fera les choses pour le bonheur du Congo. Le politicien dira, bon, je le fais parce que mon parti politique doit être bien coté. Dans 5 ans, il y aura les élections. Oui, il y aura des élections. Voilà. On réfléchit par rapport à la prochaine élection. Voilà. Au lieu de placer le pays sur les rails du développement. Les rails. Donc, vous voyez, au lieu de placer le pays sur le rail du développement, le politicien peut dire, bon, je le fais parce qu'après ça, on dira, voilà, nous avons bien travaillé et puis on va solliciter le suffrage auprès de la population. Mais or, dans tout ça, là, c'est l'enfant congolais qui est en train de souffrir. Vous voyez? Aujourd'hui, quand vous prenez un élève, je ne voudrais pas parler de l'enfant, je parle maintenant de l'élève, un apprenant de l'école officielle, au niveau primaire, vous prenez un apprenant de l'école privée. Au niveau primaire, c'est le jour et la nuit. Le jour et la nuit, effectivement. C'est le jour et la nuit. Vous comprenez que mais, du côté privé, c'est quand même bon. C'est quand même bon par parce rapport que au côté public. Quand même, c'est du donnant-donnant. Oui, oui, parce que là-bas, les parents ont payé. Les parents ont payé, l'enseignant met le moyen. Le directeur malgré les déficits de manuels, de support. Mais au moins, ils essaient quand même de faire quelque chose. Voilà. C'est pourquoi j'étais en entretien avec un inspecteur. Je lui ai dit, si l'État veut remonter le niveau de l'enseignant, il doit faire appel au directeur des écoles privées, le chef d'établissement des écoles privées. Prendre ces chefs d'établissement-là, les placer dans des écoles publiques. Parce qu'eux, ils ont l'esprit de la rigueur. Déjà, le directeur général, le promoteur essaie un peu de mettre la rigueur. Oui, mais est-ce qu'ils ne seront pas fragilisés par les manques de frais de fonctionnement, par exemple, découragés pratiquement? C'est ce qui décourage le public. Non, le public, ils ont maintenant les frais de fonctionnement. J'ai entendu parler des écoles pilotes, des écoles que le ministre a inaugurées récemment. On a mis la peinture, on a ajouté des toilettes, on a dit, ok, c'est une école pilote. Mais moi-même, je me suis posé la question, c'est pilote par rapport à quoi? C'est parce qu'on a mis la peinture, on a mis la pelouse. Est-ce que c'est pilote par rapport à l'enseignement? Ça aussi. C'est pilote par rapport à l'infrastructure. Parce que dans ces mêmes écoles, ils reçoivent des frais de fonctionnement. Plus que beaucoup d'écoles publiques. Parce qu'ils sont pilotes. Mais allez là-bas, est-ce que ces enseignants-là, le directeur qui reçoit ces frais de fonctionnement, est-ce qu'il forme, il encadre? Les inspecteurs passent dans ces écoles-là. Parfois, ils se limitent au bureau. Le directeur dit, bon, ça va. Et ils passent. Je commence à réaliser la proposition de la task force devient quand même importante. Très importante. Pour que le président de la République ait la possibilité de suivre tout ça à la loupe. Il doit au moins. Parce que s'il a fait pour l'IGF, aujourd'hui, dans les secteurs du finance, il n'y a pas assez de problèmes. Bien que les zones d'ombre ne manquent pas. Mais par rapport aux efforts, aux moyens que l'IGF a, les contrôles s'est fait. Et petit à petit, cette histoire de coulage des recettes commence quand même à baisser. Mais s'il le fait aussi dans le secteur de l'EPST, vous ne voyez pas que ça va aussi arranger les choses et les antivalaires vont disparaître et on aura un enseignement de qualité. Le comble, c'est que l'IGF a eu plus de problèmes avec les ministres de l'EPST. Ah, bon, ça, je ne vais pas entrer, c'est entre eux. Hein. Moi, je reste enseignant. Je ne voudrais pas être politicien. Voilà. Alors, vous donniez déjà la première recommandation, les états généraux. La deuxième, vous en avez déjà parlé? Je parle de ces tax force. Ah, la taxe. Président, lorsqu'il va constituer son cabinet, il doit penser à cela. Il doit penser à cela. Donc, normalement, le président doit penser à avoir ces tax force dans son cabinet. C'est très important. Très important pour avoir cette... Ce n'est que ces des recommandations. Alors, maintenant, quel est le message que vous pouvez lancer aux enseignants eux-mêmes par rapport à tout ce que vous avez relevé, les enseignants, qu'ils soient sous-qualifiés, qu'ils soient qualifiés, un enseignant de formation, mais qui forment quand même des gens qui sont comptés parmi des grands aujourd'hui au pays, qui sont peut-être un peu négligés. Effectivement, quand vous m'avez posé cette question, il y a une phrase, je dirais une strophe de notre hymne national qui m'est revenue à tête. Nous bâtirons ce pays plus beau qu'avant. Le vrai bâtisseur de ce pays, ce sont des enseignants. Nous formons 2 ministres, des journalistes, des docteurs.
bien qu'on est parfois négligé. Nous disons déjà que l'enseignant travaille avec Dieu parce que être enseignant, c'est une vocation. Moi, le message que je peux dire à ces enseignants-là, c'est qu'ils demeurent bâtisseurs de ces pays. Même si l'État ne va pas le payer comme il se doit, même si la nature ne va pas les payer, mais au moins Dieu qui est au ciel le rendra. Ils seront payés par Dieu. Donc, c'est ça le message que je peux donner, qu'ils ne se fatiguent pas. Déjà, quand on fait quelque chose par vocation, on ne voit pas la rémunération. On voit plus l'objectif qu'il faut atteindre. Donc, qu'ils ne se découragent pas. On a fini, à moins qu'il y ait notre mot de la fin. Non, c'est ça. Je vous remercie d'ailleurs. Merci. Je crois que c'est une première émission. Une première émission intéressante d'ailleurs. Dans l'avenir, il y aura une deuxième, troisième, voilà. Merci beaucoup, merci, Monsieur Rodrigue. Monsieur Rodrigue Nzaou, voilà. Rappelons que vous êtes expert en éducation. Expert en éducation et puis enseignant. Candidat malheureux aux législatives nationales à la FUNA. Voilà, c'est un langage qui se dit. Mais ce que j'aime, c'est que vous ne vous êtes pas découragé. Vous avez pris ça sportivement, votre Bien chèque. sûr que oui, c'est notre pays. Nous allons revenir encore parce que nous comptons apporter vraiment pour le développement de ces pays. Merci, monsieur Rodrigue. Mesdames et messieurs, je pense que vous avez aimé. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. On vous retrouve prochainement pour un autre numéro des Tables Rondes. Au revoir.